Je suggère d'y aller, là, Martin. OK, d'accord. Alors, est-ce qu'on enregistre l'événement? Oui, je ne savais pas. C'est enregistré ou non? Excuse-moi, j'avais oublié de vérifier avant. Oui, absolument, c'est enregistré. Parfait, merci. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux conférences avec les auteurs de la revue Apprendre et enseigner. Ce soir, on a avec nous Maurice Tardif, qui est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Il est directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur la formation et la profession enseignante. Depuis une trentaine d'années, ses travaux portent sur la profession enseignante, sur son évolution et sa condition. Il s'intéresse également aux autres catégories d'acteurs scolaires, à l'analyse du travail des enseignants, leur savoir et leur formation. Il a publié plusieurs ouvrages sur ces questions qui ont été diffusés dans plusieurs pays et traduits en 8 langues. Il va aussi travailler ce soir avec Ginette Casavant, qui a travaillé dans les milieux de l'éducation à tout ordre d'enseignement depuis plusieurs années. Dans le milieu universitaire, à l'Université de Montréal, elle a enseigné au département d'administration et fondement de l'éducation. Et depuis 2014, elle collabore à la réalisation des recherches dirigées par Maurice Tardif, dont celle dont on va parler ce soir. Avant de leur céder la parole, je vais juste vous expliquer le déroulement de la soirée. Ils vont faire une présentation. On va regarder les questions pour la fin. Vous avez dans votre écran, en haut à gauche, la possibilité de lever la main. Ce que je ferai, c'est que au moment venu, quand on arrivera aux questions, je vais vous demander de lever la main puis je vais vous céder la parole. Je vous activerai alors l'accès à vos micros et à vos caméras que vous pourrez allumer pour poser vos questions. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Tardif et à Mme Casavant. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire du CPEQ. Je vous souhaite une agréable soirée également, malgré la pandémie qui s'étend encore. Donc, Ginette et moi, on va vous entretenir d'une thématique importante qui s'appelle « Devenir enseignante et enseignant aujourd'hui ». Pourquoi choisir cette thématique-là? Premier élément que j'aimerais souligner, c'est que depuis une vingtaine d'années, on constate, tant au Québec que dans la plupart des sociétés développées, mais aussi dans les sociétés en développement, que la profession enseignante vit une phase particulièrement difficile de son histoire. Dans la plupart des pays en développement ou développés, on observe, par exemple, des phénomènes de pénurie d'enseignants et d'enseignantes. Les pénuries affectent l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, aux États-Unis. C'est une catastrophe. On a besoin de 100 000 enseignants à recruter par année. Dans les sociétés en développement, la situation est encore pire. Une pénurie d'enseignants et d'enseignantes, et si vous le permettez, je vais parler d'enseignants pour éviter de trop répéter enseignants et enseignantes. Une pénurie peut avoir des causes multiples. Elle peut avoir des causes démographiques, elle peut avoir des causes pédagogiques. Par exemple, si on décide de réduire le nombre d'élèves par classe, automatiquement, ça exige plus d'enseignants pour le même nombre d'élèves. Cependant, les études nationales au Québec, au Canada et sur la scène internationale montrent que les pénuries d'enseignants aujourd'hui sont largement dues à des problèmes d'attractivité de la profession enseignante. La profession enseignante a de la difficulté à attirer des nouvelles personnes et à les garder. Par exemple, au Québec, si on regarde l'inscription dans les programmes de formation à l'enseignement, donc le préscolaire, le primaire et secondaire, on observe une baisse constante depuis l'année 1995. Particulièrement au secondaire, il y a 40% de jeunes universitaires qui ne s'inscrivent plus dans les programmes de formation à l'enseignement secondaire. Au primaire, c'est 20%.
En début de carrière, non seulement on attire moins de personnes dans les programmes de formation à l'enseignement, mais en même temps, une fois qu'ils arrivent sur le marché du travail enseignant, on a de la difficulté à les garder. La seule étude sérieuse que j'ai pu observer, lire sur cette question-là est une étude d'une statisticienne du ministère de l'Éducation réalisée en 2015 qui a suivi les cohortes d'enseignants diplômés de 1995 à 2013 et elle fait état d'un taux d'attrition, donc de perte de gens qui quittent la profession à hauteur de 40%. En même temps, non seulement il y a une perdition des jeunes enseignants, mais on constate aussi que des enseignants prennent leur retraite plus rapidement que l'âge naturel à laquelle ils devraient apprendre. On peut faire l'hypothèse que l'actuelle pandémie va amplifier ces phénomènes-là et va affecter la profession enseignante en termes d'attractivité, en termes de rétention, etc. Donc, c'est important de s'intéresser dans ce contexte-là à ce que signifie devenir enseignant aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait avec une équipe de recherche, notamment avec Ginette et avec une collègue, Cécilia Borges de l'Université de Montréal. On a suivi pendant 6 ans une soixantaine de nouveaux enseignants, d'enseignantes qui avaient débuté leur carrière en majorité autour des années 2010. Donc, si on a commencé en 2013, à peu près 2013-2014, on parle d'année scolaire, là. C'est des gens qui avaient 2, 3 ans, 4 ans d'expérience. Donc, on les a suivis pendant toutes ces années-là. Et si c'est possible, nous souhaitons encore les suivre, au moins un certain nombre qui semble l'intéresser. Nous souhaitons encore les suivre pendant au moins 5 ans, voire 10 ans, pour voir la trajectoire, la carrière de ces nouveaux enseignants. Notre objectif dans cette recherche-là, c'était de comprendre leur trajectoire professionnelle à partir de moments clés. Par exemple, les moments clés de la carrière, c'est le choix de la carrière. Pour quand choisit-on de devenir enseignant? Est-ce que c'est un choix qui est ancien? Est-ce que c'est un choix récent? C'est un choix qui s'est fait à l'université? C'est un premier choix? C'est un choix qui s'est fait par défaut? Le deuxième moment, c'est la formation. Qu'est-ce qu'a apporté la formation? Comment les enseignants évaluent cette formation-là? Est-ce qu'elle leur sert? Est-ce qu'elle est utile pour eux lorsqu'ils arrivent dans le monde scolaire, dans les classes, dans les établissements? Il y a aussi toute la phase d'entrée dans le métier qu'on appelle souvent en termes techniques la période d'insertion. Comment elle est vécue cette période-là? Est-ce qu'il y a des difficultés, des défis particuliers? Finalement, il y a tout le déroulement de la carrière jusqu'au présent de l'entretien. Et on demandait aussi aux enseignants qu'on interviewait de nous parler de leurs anticipations futures. Est-ce qu'ils veulent rester dans la profession? Est-ce qu'ils veulent quitter l'enseignement? Est-ce qu'ils veulent rester dans l'enseignement mais ne plus être enseignant, par exemple, devenir directeur, directrice d'école? Bref, on les amenait aussi à nous parler de leur avenir professionnel. Donc, on a fait ça pendant 5 ans. Chaque année, il y avait les mêmes questions et à chaque année, on rajoutait aussi d'autres questions sur des thèmes spécifiques que je ne peux pas aujourd'hui vous présenter faute de temps. Donc, c'était une recherche annuelle par entrevue, doublée d'une communauté d'apprentissage professionnel dont Ginette va vous parler davantage tantôt, parce qu'on souhaitait non pas seulement traiter les enseignants comme des personnes qui nous offrent des données de recherche, mais aussi comme des participants, voire comme des collègues avec lesquels on discutait à plusieurs reprises par année dans les soirées, sur leurs défis, leurs difficultés dans le but de les aider. Et on a fait aussi certaines observations dans les écoles. Je vous présente sommairement, sans entrer dans les détails, de faute de temps, qui étaient ces enseignants et ces enseignantes-là. Bon, le groupe initial de la première année, 2013-2014, était formé de 34 femmes, 20 hommes. Donc, ça correspond un peu, on ne prétendait pas avoir un groupe qui était représentatif de la profession. Une recherche qualitative ne prétend pas être généralisable, là, mais ça donne un bon équilibre à peu près de 34 femmes, 20 hommes. L'âge moyen était de 29 ans. La personne la plus jeune avait 22 ans et la plus âgée avait 52 ans. Cependant, il y avait des enseignants de l'immigration récente qui avaient déjà travaillé dans leur pays et donc qui étaient plus vieux que le groupe des enseignants qui étaient québécois. Et donc, l'âge moyen était 27 ans, 26, 27 ans, si on fait abstraction des personnes provenant de l'immigration.
Donc, ça veut dire que c'est des gens qui avaient fini leur baccalauréat de 4 ans autour de 22-23 ans et qui étaient dans l'enseignement depuis 2, 3, 4 ans. Quelle était la formation de ces enseignants-là qu'on a suivis pendant plusieurs années? 19 avaient été formés pour l'enseignement préscolaire et primaire, 13 pour l'enseignement secondaire, 15 pour l'enseignement de l'éducation physique, parce qu'une des chercheurs de notre groupe s'intéressait plus particulièrement à la situation des enseignants d'éducation physique, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu plus représentés dans notre cohorte. 2 travaillaient en adaptation scolaire au primaire, 2 au secondaire, et 3 enseignants provenaient de l'immigration. Il y avait une formation initiale disciplinaire dans d'autres domaines. Quand on a débuté notre recherche en 2013-2014, sur les 54 enseignants, seulement 6 avaient obtenu leur permanence. 34 avaient différents types de contrats. Vous connaissez ça, des contrats à courte ou longue durée. 11 faisaient encore de la suppléance. Une personne avait abandonné la profession et était retournée aux études. Et une dernière était en recherche d'emploi. Elle n'avait pas de contrat encore. Ça signifie que 90% des enseignants étaient encore à statut précaire en 2013-2014, à peu près 4 ans, 5 ans après être entrés dans la profession et avoir terminé leurs études. Cependant, on note une amélioration substantielle, ou en tout cas importante, de l'obtention de la permanence parce que 4-5 ans plus tard, 5 ans plus tard, 15 participants avaient obtenu la permanence d'emploi, ce qui est quand même assez bon. Là. Ça veut dire que à peu près le quart d'entre eux avaient obtenu la permanence au bout de 6-7 ans. Donc, cette recherche-là, on parle actuellement, là, je vous dis, de 200 entrevues d'histoire de carrière, d'histoire de vie, etc. C'est une base de données énorme. On a commencé par exploiter la première année, donc 2013-2014, parce que c'est l'année où les enseignants nous présentent de manière substantielle leur trajectoire professionnelle depuis le choix de la carrière. Donc, on a travaillé un certain nombre de textes et on publie aux presses de l'Université de Montréal un livre. J'ai appris qu'il était sorti aujourd'hui, j'indique ici sous presse, mais il vient d'être sorti, d'être publié. J'ai été informé de ça par les presses de l'Université de Montréal. Et vous voyez un peu comment les chapitres du livre sont organisés. C'est exactement ce que je vous disais tantôt, le choix de la carrière, la formation initiale, l'insertion, les événements marquants de la carrière, etc. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à 2 aspects de cette recherche-là. Le premier aspect, c'est pourquoi choisit-on d'enseigner aujourd'hui? Et je vais aborder cette question-là. Et Ginette va parler après des conditions de travail, de l'expérience lors de l'insertion dans la profession. Donc, on ne couvre pas toute la recherche, mais seulement 2 aspects. Moi, cette question-là, pourquoi choisit-on d'enseigner? C'est une question qui m'intéresse. J'ai commencé à faire des entrevues avec des enseignants en 1986. Donc, ça fait 35 ans. Et en 86, avec des collègues, notamment mon collègue Claude Lessard, qui était à l'époque mon patron, j'étais son professionnel de recherche. On a fait des entrevues avec 150 enseignants québécois. Et, un instant, on a fait des entrevues avec 150 enseignants et enseignantes québécois et on leur demandait pourquoi avez-vous choisi l'enseignement. Donc, depuis 86, j'ai eu l'occasion à chaque décennie de faire des recherches auprès d'enseignants, soit des enquêtes où on posait cette question-là et des entrevues aussi avec les enseignants. Donc, la dernière recherche qu'on a menée avec Ginette, elle se situe en continuité avec les recherches antérieures que je mène depuis 35 ans. Donc, je vais vous présenter ce soir les réponses de la génération actuelle d'enseignants et je vais par la suite faire un parallèle avec les réponses des générations anciennes pour voir s'il y a des différences dans le choix de la carrière. Est-ce qu'on choisit l'enseignement en 2021 comme on le choisissait en 1960? Donc, c'est une question importante. Je vais apporter des éléments de réponse à cette question. Donc, on demandait aux enseignants, on avait 54 enseignants la première année, on leur demandait la question, pourquoi avez-vous choisi l'enseignement et à quel moment donné avez-vous fait ce choix-là? Je vous présente dans un tableau les réponses de nos enseignants et nos enseignantes.
Plusieurs raisons pouvaient être invoquées. Donc, ce n'étaient pas des raisons forcément mutuellement exclusives, parce qu'en réalité, lorsqu'on fait des choix de carrière, c'est rarement pour une seule raison. Il y a différentes raisons qui nous amènent à choisir cette carrière-là. Mais là, vous voyez les choix principaux. Le premier choix, j'ai choisi l'enseignement parce que j'aime travailler avec les enfants. J'apprécie le contact humain avec eux. Je voulais vous présenter des extraits d'entrevues, mais malheureusement, avec le logiciel qu'on utilise, ça ne fonctionne pas. Donc, si vous le permettez, là, je vais vous lire des petits extraits d'entrevues. J'ai choisi l'enseignement parce que j'aime travailler avec les enfants. Voici ce qu'une enseignante me dit. J'ai travaillé dans les camps de jour et ils m'ont permis de savoir que c'est vraiment les jeunes que j'aimais. C'est plus le temps que je passais avec des jeunes que j'aimais, de leur apprendre quelque chose, de les côtoyer. C'est ce qui m'a poussé vers l'enseignement. C'est ce qui m'a amené à choisir l'enseignement. Participant 15. Une autre enseignante nous dit, c'est un choix logique parce que j'aime travailler avec les jeunes et je veux aussi les aider à actualiser leur potentiel. Une deuxième réponse qui est très fréquente, là, qui est choisie par 38% des gens, 22 enseignants. Une autre nous dit, j'ai eu des expériences antérieures positives avec des enfants, des jeunes dans des camps de jour, des clubs sportifs que j'ai appréciés. Je vous lis deux petits extraits d'entrevues qu'on a fait avec les enseignants. Je travaille avec les jeunes dans les camps de jour depuis que j'ai 16 ans, tous les étés. En fait, moi, je me suis dit, quel métier va me permettre de travailler avec des jeunes êtres humains? Parce que j'ai vraiment une grande passion pour les jeunes. J'adore les observer, parler avec eux. J'adore analyser leurs réactions. Participant 44. Un autre participant nous dit, j'ai toujours, quand j'étais adolescent et jeune adulte, travaillé avec les enfants. Dans le fond, même mes emplois étudiants, toujours ont été dans le milieu du travail avec les enfants. Dans le fond, c'est ça qui m'a influencé à choisir la carrière d'enseignant. Un pourcentage appréciable d'enseignants, 22%, 13, nous disent « J'ai choisi l'enseignement parce que je viens d'une famille d'enseignantes. » Ça, c'est fréquent. La documentation internationale sur le choix de la carrière montre que c'est un choix important. Je vous lis encore une fois deux extraits rapidement. Moi, dans ma famille, c'est une enseignante qui parle, là. Moi, dans ma famille, il y a presque juste ça des enseignants. Ma mère, ma marraine, ma tante, mes cousines sont enseignantes. J'ai eu la chance d'avoir une mère enseignante qui m'a aidé à persévérer et à continuer et à arriver où je suis aujourd'hui dans l'enseignement. Une autre personne nous dit, une jeune femme, je suis née dans une famille qui a toujours fait partie du milieu de l'éducation. Ma mère a toujours été éducatrice. J'ai toujours baigné dans cette atmosphère d'éducation et c'est ce qui m'a amené à choisir le métier d'enseignant. D'autres personnes nous disent, je veux être enseignant depuis longtemps à l'école primaire ou secondaire. Bref, on parle ici d'une sorte de vocation ancienne. Ici, il y a beaucoup de citations intéressantes, je vous en lis quelques-unes là. Moi, ça fait très longtemps que je sais que je veux être enseignante. Depuis le début du primaire, je savais que je voulais faire ça. Quand j'ai commencé à l'université, je savais que je voulais devenir enseignante. Même quand j'ai fait mes stages, c'était parfois très difficile, mais je n'ai jamais changé d'idée. Une autre nous dit, j'ai commencé à vouloir devenir enseignante en deuxième année du primaire, donc ça fait longtemps, elle avait 7 ans à peu près, 7-8 ans là. J'ai trouvé que ça avait l'air d'un beau métier. J'aimais déjà ça, jouer à l'école avec mes petits cousins, mes petites cousines. C'est un choix vocationnel. Une autre nous dit, moi, à l'école primaire, j'aimais déjà aider les autres. Les élèves autour de moi ne comprenaient pas, je les aidais. Je les aidais en français, en mathématiques. C'est ce qui m'a amené à vouloir devenir enseignante plus tard. Bref, et finalement, le dernier facteur important, j'ai été influencé par des enseignants modèles. Je vous donne encore deux petits extraits. Lorsque j'ai terminé mes études secondaires, je me suis vraiment beaucoup questionné sur vers quoi je m'en allais. Or, j'ai eu d'excellents enseignants en éducation physique. Oui, j'ai eu des enseignants exceptionnels au secondaire. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment influencé dans le choix de l'enseignement. Une autre enseignante, participante 17, c'était au primaire et au secondaire des enseignants très bons qui étaient des modèles pour moi. Ils m'ont donné la piqûre d'aider les enfants, d'aider les jeunes.
Ça a rejoint mes valeurs comme l'empathie. Bref, on voit que les raisons à l'origine de la carrière, de manière générale, on peut les distribuer en deux blocs. On voit d'une part l'influence des relations avec les enfants, soit dans le travail, soit à la petite école primaire ou secondaire, et finalement aussi des influences externes qui viennent soit de la famille, soit d'enseignants modèles. En 2014, j'ai fait une enquête nationale au Québec, par questionnaire cette fois-ci, auprès de tous les finissants et finissantes de tous les programmes de formation des enseignants. Donc, les gens qui étaient en 4e année de baccalauréat et qui se préparaient à rentrer sur le marché du travail. Dans l'enquête, on a posé la même question et leurs réponses sont les mêmes. Quels ont été les motifs ou les raisons les moins choisies? Alors, les gens nous ont dit, j'ai choisi l'enseignement pour gagner ma vie, c'est un métier stable avec une retraite. Il y a seulement 3 personnes sur 54 qui ont donné cette raison-là. Donc, ça veut dire que les gens qui choisissent l'enseignement ne le choisissent pas vraiment pour des motifs pécuniers ou des motifs de carrière ou de longues vacances, comme parfois certains journalistes semblent le croire. Enseigner la matière que j'aime, ça n'a pas été un choix important non plus, mais il faut dire qu'on n'avait peut-être pas assez d'enseignants du secondaire. Si on avait plus d'enseignants du secondaire, peut-être que c'est un élément qui aurait joué. L'autre, c'est l'enseignant est un ancien bon élève qui veut devenir enseignant encore une fois. C'est pas un choix qui a été massivement choisi par les enseignants. Dans les raisons à l'origine du choix de la carrière, il y a des gens qui ont choisi l'enseignement comme premier choix. Donc, lorsqu'ils sont allés à l'université faire leurs études de 4 ans, ils voulaient déjà s'inscrire en enseignement. Il y a un autre groupe, donc 19 personnes, 36 dans le premier, dont ce n'était pas le premier choix. Donc, certains voulaient aller en médecine, d'autres dans d'autres domaines de la santé, d'autres avocats, d'autres traducteurs, d'autres en musique. Là, c'est important ça parce qu'il y en a qui choisissent l'enseignement, je veux être enseignant. Tout de suite, c'est mon choix. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui disent non, je voulais faire autre chose et finalement, j'ai choisi l'enseignement comme deuxième choix. Si on compare les raisons qui les ont menés à choisir la carrière enseignante, on s'aperçoit que les expériences positives avec les enfants, travailler avec les enfants, avoir une famille enseignante, sont des choix convergents entre les deux groupes. Donc, que tu choisisses l'enseignement comme premier choix ou comme deuxième choix, le rapport aux enfants, le rapport aux jeunes, le rapport aux élèves semble assez déterminant et aussi le rôle de la famille enseignante. Cependant, on voit que les dimensions plus vocationnelles, l'influence d'enseignants modèles, c'est quelque chose qui est moins important pour les gens qui choisissent l'enseignement en deuxième choix. Finalement, les raisons à l'origine du choix selon le genre, les hommes et les femmes. Est-ce que les raisons qui amènent des personnes à choisir l'enseignement comme carrière sont les mêmes pour les hommes et les femmes? Or, lorsqu'on regarde les données qu'on a recueillies, et c'était la même chose dans mon enquête de 2015, là, on s'aperçoit qu'il y a quand même des distinctions importantes dans le choix de l'enseignement entre les hommes et les femmes. Les femmes qui choisissent l'enseignement ont un lien plus fort que les hommes dans le rapport aux enfants, dans le rapport aux élèves. Donc, pour les femmes en général, le rapport aux enfants, le rapport aux élèves, l'amour des enfants, le goût de travailler avec les jeunes, de les aider, le contact humain avec les jeunes, est quelque chose d'un peu plus fort, même nettement plus fort pour les expériences antérieures là, que celui des hommes. Les familles enseignantes, c'est la même chose. Les femmes viennent davantage des familles enseignantes et la dimension de vocation a été légèrement plus forte chez les femmes aussi. Donc, c'est vraiment des données brutes que je vous présente sans pouvoir les détailler à l'infini. La question qui m'intéresse maintenant, c'est dans quelle mesure les choix de ces enseignants-là, de ces enseignantes-là qui ont été faits autour des années 2010, donc c'est la génération des nouveaux enseignants et nouvelles enseignants qui sont actuellement en poste dans nos écoles au Québec, comment ces choix-là se situent par rapport aux choix des générations antérieures d'enseignants?
Je vous disais tantôt, ma première recherche remonte, on a fait des entrevues avec 125 enseignantes de différents âges. Il y avait des enseignantes qui ont commencé leur carrière au début des années 60. Beaucoup d'enseignantes que j'ai interrogées en 86 étaient des enseignantes qui avaient été formées à l'époque des écoles normales, parce que les écoles normales ont été abolies de 65 à 75 à peu près au Québec. Là. La dernière école a fermé en 76. Donc, c'était une génération, ceux qui connaissent le Québec, c'était une génération qui avait commencé, pour une partie, sa carrière avant la Révolution tranquille. Une partie avait commencé dans les années 70. Dans les années 90, j'ai fait la même recherche avec des enseignants qui travaillent avec les enfants en difficulté d'apprentissage et handicapés, qu'on appelle l'adaptation scolaire au Québec, et en Europe, qu'on appelle l'éducation spéciale. J'ai fait des entrevues avec 90 enseignants. On a posé la même question. Au début des années 2000, on a fait une recherche pan-canadienne dans laquelle il y avait une centaine d'enseignants québécois. On a posé la même question. Donc, moi, dans mes données, j'ai un portrait des choix de carrière qui s'étale sur 70 ans. Donc, il y a des enseignants qui ont choisi leur carrière à la fin des années 50 et j'ai des enseignants qui vont jusqu'à 2020. Donc, c'est intéressant, j'ai un beau portrait du choix de la carrière sur 70 ans. Qu'est-ce que cela nous apprend? Quand je regarde le choix de la carrière à partir des données de recherche que j'ai accumulées moi-même dans ma propre carrière, peu importe les générations d'enseignants que j'ai interrogés depuis 35 ans, le désir de soutenir les enfants, les jeunes, la volonté de leur transmettre des valeurs positives, de les aider, de les soutenir, de devenir des membres de la société, de développer leur potentiel, sont les principaux motifs, les principales raisons invoquées par les enseignants depuis 70 ans. Bref, en dépit de tous les changements qui ont pu affecter la profession enseignante depuis 70 ans, le rapport émotionnel et normatif, ou si vous préférez, le rapport éthique aux enfants, aux élèves, reste au cœur du travail des enseignantes et des enseignants. C'est la principale raison pour laquelle ils ont choisi à travers l'histoire et qu'ils choisissent encore cette profession-là. La génération d'enseignants d'aujourd'hui, de même que les générations précédentes, soulignent l'importance dans le choix de leur profession, de leurs expériences avec les jeunes, l'influence familiale d'enseignants modèles et bien sûr, plusieurs enseignants, même sur 70 ans, expriment l'idée de vocation précoce. Donc, on observe au Québec une grande stabilité à travers les décennies à propos des principaux facteurs qui influencent le choix de la carrière. Je ne peux pas rentrer dans cette discussion-là. Quand on a travaillé notre chapitre de livre sur le choix de la carrière, j'ai étudié la documentation internationale et dans les sociétés développées, on trouve exactement le même phénomène. Donc, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, dans l'Europe de l'Ouest, on constate que les enseignants, au fil des générations, choisissent l'enseignement sensiblement pour les mêmes raisons que celles des enseignants québécois. L'amour des enfants, le goût de travailler avec les jeunes, l'idée de vocation, des enseignants modèles qui les ont influencés ou l'environnement familial. Comment expliquer cette stabilité-là? On vit dans un monde qui change constamment. L'école québécoise a été bouleversée. Elle a eu des réformes importantes, le rapport parent, les états généraux, la formation des maîtres. Les écoles normales ont été abolies. On a transformé la formation des maîtres dans les universités. En 1994, il y a eu une réforme majeure. En 2001, en 2020, il y a eu un nouveau référentiel de compétences. La société québécoise a changé profondément. Comment expliquer à travers tous ces changements-là que le choix du métier d'enseignant et d'enseignante ou de la profession enseignante demeure aussi stable? Moi, la première hypothèse est la suivante. S'il est vrai que l'école et la société québécoise ont profondément changé, il n'en reste pas moins que le travail enseignant demeure à sa base un travail de relations humaines avec des enfants et avec des jeunes. Pour moi,
cette dimension relationnelle est encore et toujours au cœur de l'enseignement. C'est elle qui donne sens à cette profession et c'est à partir d'elle que les personnes choisissent et désirent faire carrière dans l'enseignement. Et ça, c'était vrai en 1950 et c'est vrai en 2021. Donc, la dimension relationnelle, la dimension humaine avec les jeunes est au cœur de l'enseignement. Et je ne peux pas discuter de cette question-là, mais j'aimerais juste dire, c'est lorsque cette relation-là devient problématique, lorsqu'elle est affectée négativement, soit par des réformes, des compressions budgétaires, des surcharges de travail, que les enseignants souffrent le plus. Pourquoi? Parce que c'est le cœur du métier. C'est ma première hypothèse. Ma seconde hypothèse serait la suivante. Comment expliquer la continuité, la stabilité du choix de carrière sur 70 ans? Un autre élément qui est peut-être important de considérer, c'est que c'est vrai que l'école a changé, c'est vrai, la profession enseignante n'a pas vraiment changé. Encore aujourd'hui, comme dans la profession enseignante n'a pas vraiment changé. Encore aujourd'hui, comme dans les années 50, la profession enseignante demeure une profession largement féminine et blanche au Québec, comme dans la plupart des sociétés développées d'ailleurs. Elle appartient largement à la majorité francophone et dont les membres sont pour une bonne part issus des classes moyennes. Donc, dans l'enquête dont je vous parlais en 2015, on a interrogé les futures enseignantes sur l'origine sociale de leurs parents et manifestement, les enseignants ne viennent pas des classes sociales supérieures, des gens d'affaires, des hauts cadres, des grandes professions libérales. Elles viennent des classes moyennes, voire des classes ouvrières. Donc, on peut faire l'hypothèse que ces caractéristiques sociales induisent sur une longue durée la construction de ce qu'on appelle en sociologie un ethos professionnel, c'est-à-dire un ensemble de croyances, de dispositions personnelles et affectives et de valeurs propres au travail des enseignants qui favorisent l'attraction et le recrutement des personnes qui se reconnaissent en lui. Est-ce qu'il y a quand même des choses nouvelles sous le soleil? Est-ce que les enseignants d'aujourd'hui, les enseignantes d'aujourd'hui choisissent encore la profession comme les enseignantes des années 50? Moi, une chose qui me frappe de plus en plus, c'est que aujourd'hui, comme dans les années 50, c'est beaucoup des femmes qui choisissent l'enseignement. Mais dans les années 50 et 60, les femmes choisissaient l'enseignement parce qu'en vérité, elles n'avaient pas beaucoup de choix. Elles avaient le choix, comme disaient les enseignants, je pourrais vous donner des citations, j'en ai plein d'enseignantes, là. Mais ils me disaient, moi, M. Tardif, à l'époque, en 58, quand je terminais mon secondaire, là, je pouvais devenir enseignante, infirmière ou secrétaire. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Un des grands changements depuis 50 ans, c'est l'accès des femmes aux études supérieures. Par conséquent, les femmes aujourd'hui ont beaucoup plus de choix que les femmes des années 50, 60 et même 70. Donc, ça veut dire que le bassin de recrutement des femmes qui veulent devenir enseignantes s'est réduit au fil du temps. C'est peut-être une cause peu visible et peu documentée de la pénurie d'enseignants au Québec. Ça. Un autre facteur qui est nouveau au Québec et dans la plupart des sociétés occidentales, c'est l'arrivée dans l'enseignement d'enseignants qui proviennent de l'immigration. Au Québec, je le constate dans mes cours. Moi, chaque automne, je donne un cours à 650 enseignants et enseignantes, des jeunes qui commencent leur carrière. Là. Et quand j'ai commencé en 90 à l'Université de Laval, mon public est exclusivement blanc. Maintenant, il est multicolore, multiethnique. Donc, on s'aperçoit que la composition ethnique de la profession est en train de changer et elle va changer de plus en plus avec les évolutions démographiques. À mon avis, cette évolution-là est positive car elle va rapprocher la composition ethnique de la profession enseignante de la réalité multiculturelle des élèves. Merci de votre écoute. On va écouter maintenant Ginette et on va prendre des questions à la fin. Bonjour, comme Maurice vous a dit tout à l'heure, c'est très agréable pour nous de faire état de travaux de recherche qui nous ont amenés, nous aussi, à établir des relations très positives avec les participantes à la recherche.
concernant les communautés d'apprentissage qu'on a mis en place, nous étions vraiment décidés de trouver une manière de récompenser en quelque sorte tous ces jeunes participantes qui donnaient de leur temps pour nous accueillir, soit dans leur milieu, soit à l'université, pour passer les entrevues avec nous. On a donc décidé d'organiser chaque année 4 rencontres à laquelle ceux et celles qui avaient envie de participer se présentaient. On organisait ces rencontres de 18h30 à 21h30 approximativement, et on leur servait un petit lunch, estimant qu'ils avaient dû se déplacer de leur endroit de travail pour venir à l'université. Ça a été très heureux de notre part que cette décision. On a réussi chaque année à organiser 4 rencontres de ce type. Les premières, on les faisait sans thème précis, simplement celui qu'ils et elles apprennent à se connaître, étant donné qu'ils venaient de toutes sortes de milieux. Mais au fil du temps et à leur demande, on s'est mis à exploiter des thèmes particuliers. Bon, vous comprendrez que, par exemple, la gestion de classe est devenue un thème, la planification des situations d'apprentissage est devenue un autre thème, l'évaluation est devenue un thème, le suivi des élèves en difficulté. Et à chaque fois, quand on abordait un thème particulier, parce qu'il y en a d'autres que ceux que je viens de vous nommer, on invitait également soit un professeur, soit un chargé de cours qui travaillait plus spécifiquement dans ce domaine-là. Alors, c'est certain que les participants à la recherche qui ont pu venir aux communautés d'apprentissage ont vraiment bénéficié de ces temps de rencontre. Et un des éléments qu'ils nous disaient, c'était, voilà, on est là, on est entre nous avec vous, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de collègues qu'on peut blesser, on peut se permettre de parler franchement, de dire tout ce qu'on vit, les bonnes affaires, les moins bonnes, et il n'y a pas de lien, même pas de lien non plus avec des crédits obtenus pour un cours. On est là pour profiter de vos expériences, parler entre nous, apprendre à se connaître et développer des stratégies intéressantes. C'est certain qu'au travers et des entrevues et des communautés d'apprentissage, les conditions de travail que ces jeunes personnes vivaient ont été prédominants dans leurs préoccupations. Quel défi en premier, ils nous disaient tous et toutes, et en passant, tout ce que vous voyez dans ce diaporama est issu des propos des participants eux-mêmes, donc est issu soit des entrevues, soit des communautés d'apprentissage. Alors, le premier défi, trouver un emploi. Et ça peut sembler bizarre parce qu'on dit qu'il y a des pénuries, mais trouver un emploi, et on verra un peu plus loin des particularités de cela. S'adapter à un nouveau milieu de travail. S'approprier la culture institutionnelle du monde scolaire. C'est une chose d'avoir vécu l'école comme élève, au primaire ou au secondaire ou même au collégial, et c'est bien autre chose d'entrer dans un milieu d'adultes, enseignants, travaillant dans un milieu scolaire. Composer avec les exigences bureaucratiques, des rapports assez nombreux à faire, à remplir,
des suivis très particuliers sur toutes sortes de domaines qu'ils n'avaient pas nécessairement anticipés. Comprendre les conventions collectives et tenir compte des exigences des conventions collectives. S'adapter aux différents types de fonctionnement des collègues. Certains collègues qui aiment travailler en équipe, d'autres qui ne veulent rien savoir du travail en équipe. Certains collègues qui aiment innover, qui aiment utiliser des pédagogies proactives, d'autres collègues qui s'en tiennent à leurs habitudes quasi ancestrales et qui ne veulent pas en déroger. Être disponible pour enseigner toute discipline. Ils ont connu une formation, mais qu'est-ce qu'on leur demande de faire en entrant dans le milieu de travail? Voilà toute une série de défis à relever qui n'est pas mince pour eux. Trouver un emploi. Parmi nos participants, Maurice vous a donné des chiffres tout à l'heure. Moi, j'ai tout simplement senti le besoin de vous montrer dans quelle sorte de situation ils pouvaient se retrouver. Ils pouvaient faire de la suppléance occasionnelle dans un milieu donné, donc sur appel. Et j'ai en tête un de nos participants qui, dans sa première année d'exercice comme enseignant, avait travaillé dans 40 établissements différents. Et essayons de nous imaginer comment est-ce qu'on peut s'approprier la culture institutionnelle d'un ou d'établissement scolaire quand on est éparpillé comme ça à travers la province dans 40 établissements différents. Faire de la suppléance occasionnelle dans différents milieux, c'est ce que je viens de vous dire. Assumer un contrat de remplacement temporaire de courte durée. Assumer un contrat de remplacement temporaire de longue durée, congé de maternité par exemple, ou congé pour épuisement professionnel. Assumer un contrat pouvant mener à la permanence. Un élément qui nous avait surpris parmi nos participants, celles et ceux qui optaient au départ pour enseigner dans le secteur privé arrivaient plus rapidement à des contrats menant à la permanence et je dois dire que étant associé au public depuis de nombreuses années, même si je reconnais toutes les vertus du système privé, ben, ça nous a étonnés et surpris. Ils pouvaient aussi occuper un poste réparti dans plusieurs établissements. Et ça a été le cas fréquent, par exemple, des spécialistes en éducation physique ou des spécialistes en musique, particulièrement au primaire. Ils pouvaient, s'ils étaient bien chanceux, occuper un poste dans un seul établissement. Les conventions collectives, ce qu'ils découvraient, parce que dans leur formation, à l'occasion, certains professeurs ont glissé la réalité des conventions collectives, mais ça n'a pas été un élément très, très poussé dans leurs études. Alors, ils découvrent que les conventions collectives encadrent énormément l'activité d'enseignement. Il y a les listes de priorités d'emploi. Quand ils arrivent au départ, oups, ils ne sont pas sur ces listes. Les critères et les processus d'affectation et de mutation. On peut penser à la rencontre où les contrats sont affectés en début d'année
alors qu'on a devant eux dans les anciennes commissions scolaires, les centres de services maintenant, tous les gens qui peuvent obtenir des contrats et les choix se font sur place. Alors, c'est très troublant et déstabilisant pour eux. Les règles qui régissent la répartition des fonctions et des responsabilités à l'intérieur d'un établissement. Les critères de rupture de contrat, de non-engagement, de démission, de renvoi, comment ça se passe, qu'est-ce qui peut leur arriver, la rémunération, sur quelle base, les avantages sociaux, quand est-ce qu'on commence à en bénéficier, la tâche globale des enseignants. La tâche des enseignants, ils découvrent qu'enseigner, c'est un geste très multiforme et très varié. Quand ils sont en insertion, ils découvrent tout ce qu'ils doivent enseigner. L'enseignement d'une ou de plusieurs disciplines, l'enseignement d'une discipline pour laquelle ils n'ont pas du tout été formés. On a en tête, Maurice et moi, un jeune participant qui avait été formé en éducation physique et qui s'est retrouvé dans des classes d'adaptation scolaire avec des élèves en très grande difficulté. La surveillance de l'accueil des élèves. Il faut être là pour accueillir les élèves. Il faut aussi être là, surveiller les déplacements des élèves. Souvent même, si on est au primaire, se rendre aux autobus avec les élèves. Sur la cour, surveiller les récréations, dans les corridors. Bref, une présence quand même importante dans la vie d'un jeune enseignant auprès de leurs élèves. Les périodes de récupération pour le midi, par exemple, pour aider les élèves en difficulté, pour ne pas que les difficultés s'incrustent. Tout le travail personnel qu'ils devaient assumer, en plus de la présence comme telle auprès des élèves et dans l'école, les travaux de planification, de correction, d'évaluation, leur participation à des comités de concertation, conseil d'école, conseil d'établissement et toutes sortes de sous-comités pour animer la vie dans l'école. L'animation d'activités parascolaires, des jeux d'échecs, le Scrabble, des activités sportives de toutes sortes et plein d'autres activités. Les difficultés à vaincre. Devant tout cela, c'est évident le choc de la réalité qui est toujours plus important que ce qu'ils avaient anticipé. L'écart entre ce qu'ils ont retenu de leur formation puis les premiers contacts qu'ils ont avec le monde scolaire. Les élèves et la gestion de classe, les comportements difficiles des jeunes, quoi faire, comment le faire, quand le faire, les apprentissages et la motivation des élèves, comment faire en sorte que les élèves aient le goût d'apprendre. Est-ce parce que moi j'aime telle discipline que les élèves vont me suivre là-dedans et vont aimer ce que je leur enseigne? C'est tout un art à développer. L'hétérogénéité des classes sur les plans culturels, économiques. C'est certain que dans la grande région de Montréal, c'est un phénomène qui a été encore plus accentué. La gestion de son petit budget et du matériel pédagogique. Plusieurs découvrent que, par exemple, une direction d'établissement leur dit pour toute l'année, tu disposes de tel petit budget pour, par exemple, acheter des récompenses pour tes élèves qui font des efforts, des progrès ou te procurer tel type de matériel pédagogique qui va venir en aide à tes apprentissages. Le stress qui est très présent dans leur première
manifestation comme enseignant? Vais-je bien présenter ma leçon? Est-ce que je vais être capable d'intéresser les jeunes? La souffrance que parfois ce travail-là peut représenter pour eux. J'ai pas été formée pour travailler avec des élèves qui ont de telles difficultés de comportement. J'arrive chez moi, je pleure. Souvent, c'est ce qu'ils nous disaient. On n'arrive pas à prendre le dessus sur le travail à accomplir. Et ça provoque évidemment un manque de confiance en soi, un épuisement. J'ai besoin d'aide pour trouver. Ah, On y est, on est à la suivante, là. oui. Alors, des Étant objectifs, dans les objectifs à combler, c'est ça? oui, des objectifs qu'ils veulent combler, c'est d'abord la sécurité d'emploi. Ils veulent vraiment trouver quelque chose qui va leur permettre d'assurer leur fin de mois. Ils veulent s'intégrer dans un milieu et une équipe stable le plus possible. Ils veulent se sentir accueillis par les collègues, accueillis par la direction. Ils veulent se sentir compris par les élèves, compris par les collègues, compris par les parents. Ils veulent se sentir bien informés de tout ce qui tourne autour du travail qu'ils ont à accomplir et des conséquences que ça peut avoir sur eux, sur les élèves, sur l'entourage. Ils veulent se sentir respectés par les autorités, les collègues, les parents, les élèves. Ils ont particulièrement des difficultés au début avec les parents. C'est certain qu'au Québec, on note souvent que tout parent, parce qu'il est allé à l'école un jour, se sent quelque part un peu pédagogue. Malheureusement, ça n'est pas toujours exact et ça provoque parfois des difficultés relationnelles entre les nouveaux enseignants et les parents. Ils veulent se sentir compétents quant à leur planification, leur enseignement, l'évaluation, l'utilisation des titres, tout ce qui est impliqué dans la tâche. Qu'est-ce qui, au travers de tout ça, seraient des éléments vraiment facilitateurs et pour lesquels peut-être tout un chacun d'entre nous peut avoir une petite réponse pour les aider? Ils veulent être accueillis par la direction d'établissement, l'accueil des collègues, de l'équipe école, de l'équipe cycle, les programmes de formation qui sont offerts par les centres de services, les programmes de mentorat et d'accompagnement à l'intérieur de l'établissement, le soutien qui peut leur être offert par des psychologues, psychoéducateurs, techniciens en éducation spécialisée pour les accompagner tout autant auprès des élèves en difficulté que des élèves qui font l'essentiel de leur groupe. Le temps accordé pour s'approprier les routines de travail, est-ce qu'on peut leur laisser le temps d'apprendre à faire les choses? Et l'appui et la compréhension des parents. Il y a une diapositive 9, Sébastien. Alors, quand cela est possible, qu'est-ce qu'on souhaite pour eux? C'est occuper un poste qui aurait les caractéristiques suivantes. Un poste de remplacement à durée déterminée dans l'ordre d'enseignement pour lequel ils ont été formés, préscolaire, primaire, secondaire, dans une ou des disciplines pour lesquelles ils ont été formés, adaptation scolaire, français, éducation physique, dans un milieu connu. Souvent, ils nous ont dit s'ils avaient été élèves dans l'école où ils ont eu les premiers contrats ou fait les premiers remplacements, c'était très facilitant parce qu'ils
connaissait de l'intérieur les usages, dans un milieu accueillant, avec une promesse d'accès à la permanence dans un délai limité. Et puis là, je dis, ben, ça prend la bénédiction des dieux s'ils existent. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur les conditions d'entrée en fonction de nos jeunes enseignantes et enseignants. Merci. Merci. Je rappelle aux gens à ce moment-ci qu'on va prendre vos questions. Donc, simplement utiliser la main qui est en haut de l'écran, en haut à gauche. Je vais aussi me permettre de mettre un lien qui amène directement sur le site des Plaines de l'Université de Montréal dans le chat, le clavardage, pour aller voir tout de suite la publication dont M. Tardif parlait aujourd'hui, qui est sortie. C'est tout frais d'aujourd'hui. Donc, le livre enseigné aujourd'hui du choix de la carrière aux premières années dans le métier. Donc, je vous ai mis le lien directement dans le fil de discussion. Puis à ce moment-ci, ben, on est prêt à prendre vos questions si vous en avez. Mme Casavant, M. Tardif sont prêts à répondre à vos questions. Oui. Sûrement qu'il y a plein de gens qui se sont reconnus dans toutes les descriptions qu'on vient de faire par rapport à l'entrée en enseignement. Il y a plein d'aspects qui ont été couverts. Puis, clairement, je voyais que le livre fait 248 pages parce qu'il y a plein d'aspects aussi qu'on n'a pas pu couvrir dans aussi peu de temps, mais j'imagine qu'il y a des gens qui se sont reconnus là-dedans. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Bien que moi-même, je trouvais intéressant de voir que dans la présentation, on parlait un peu des gens qui rentraient dans le métier, entre autres parce que c'était un métier qui avait une certaine stabilité, puis en même temps, je me disais, c'est un peu le défi aussi d'amener des enseignants qui viennent à ce métier-là avec une idée préconçue, les amener à faire évoluer puis adapter aux réalités d'aujourd'hui. Je trouve que il me semble qu'il y a quelque chose un peu de paradoxal. Dans le fond, on vient en enseignement parce qu'on a aimé ce qu'on a vécu, mais en même temps, il faudrait être appelé à essayer d'évoluer, de s'adapter. Je trouve qu'il y a comme un défi là, pour les nouveaux enseignants, non? Est-ce que vous avez une opinion sur ça? Je pense que dans tous les métiers et professions, c'est un peu le même cas, c'est-à-dire ce qu'on apprend, des idées qu'on a, des croyances qu'on a, lorsqu'on rencontre la réalité du travail, il y a toujours ce qu'on appelle le choc de la réalité. Le choc de la réalité n'est pas spécifique aux enseignants. Hein. Je pense qu'il est souvent plus fort, le choc de la réalité, dans les métiers d'interaction, de relations humaines, dans la médecine, sciences infirmières, travail policier, les avocats. On découvre que les personnes avec lesquelles on travaille ne correspondent pas forcément aux idéaux préalables qu'on avait sur elles. Et je pense que apprendre à travailler, c'est aussi apprendre à réviser ses propres croyances et c'est apprendre aussi à découvrir ses propres limites. Et ça, parfois, ça peut être une expérience très difficile pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est plus facile. Mais comme le soulignait Ginette, on pense, nous, que le contexte de travail, les conditions de travail, les conditions d'accueil, de soutien sont déterminantes dans ce processus-là. Dans tout travail, il y a des épreuves, il y a des difficultés. La réalité ne ressemble jamais parfaitement et souvent pas du tout à ce qui est écrit dans les livres qu'on lit à l'université ou dans les théories qu'on professe, soit au collégial ou à l'université. Donc, apprendre à travailler, c'est un processus de découverte, mais c'est aussi un processus de découverte de soi-même. Ça prend du soutien aussi, parce que si on abandonne les gens eux-mêmes, si on les met dans des conditions de travail détestables, si on leur demande des choses pour lesquelles ils n'ont pas été formés ou pour lesquelles ils ne sont pas préparés, comme disait Ginette, si on les fait travailler dans 40 écoles différentes concernant les enseignants, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tout à fait. On a Dany Milo, je vous ai donné l'accès à votre micro. Ah, Mme Casavant, vous vouliez intervenir avant, peut-être? Brièvement, je dirais que par rapport au paradoxe que tu décris,
souvent, ce que les jeunes enseignants nous disent, et puis je peux dire ma propre expérience, c'est qu'on se demande qu'est-ce qui a été difficile pour nous quand on était enfant, adolescent à l'école, et à partir de ça, mon Dieu, comment est-ce qu'on veut faire progresser les choses et quels sont les projets stimulants qu'on veut mettre en place pour ne pas que d'autres jeunes vivent ce qu'on a pu trouver difficile. C'est le paradoxe de l'ancienneté et de la nouveauté, là. C'est bon, merci. Danny Milo pose la question, la formation initiale prépare-t-elle à la pratique enseignante telle que présentée par Mme Casavan? Donc, je ne sais pas si, ce que vous avez à répondre à cette question-là. Puis, Danny Milo, en passant, j'ai activé vos micro-caméras si vous voulez intervenir. Mais donc, comment la formation initiale elle prépare les enseignants à cette réalité-là? Mais en réalité, la formation initiale au Québec, comme dans la plupart des pays, ce qu'on demande à la formation initiale, c'est de former des professionnels de l'enseignement. Donc, on veut avoir des enseignants qui connaissent les résultats récents de la recherche sur l'apprentissage. On veut avoir des enseignants, on essaie de former des enseignants qui ont un rapport réflexif à leur travail, qui ont une éthique du travail, qui connaissent les matières qu'ils enseignent, etc. Et donc, la mission de l'université, c'est former des professionnels de l'enseignement. Le problème, c'est lorsque les enseignants quittent l'université et arrivent dans le milieu scolaire, on peut se demander s'ils sont vraiment traités comme des professionnels. Moi, j'ai dit souvent qu'on forme des professionnels pour une profession qui n'existe pas encore. Parce que souvent, les enseignants ne sont pas traités comme des professionnels. Les exemples que donnait Ginette, là, montrent que l'accueil des enseignants, des fois, manque carrément de professionnalisme. Et donc, par conséquent, il découle de cette situation-là un décalage important entre les missions de la formation et les réalités de la profession. Et ce décalage-là peut être très perturbant, voire souffrant pour les nouveaux enseignants. C'est comme si on veut former un athlète qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes, mais on le met dans des conditions où il va courir sur un terrain avec des trous, des pierres, de la boue, etc. Là, ça ne fonctionne plus, là. Même si on l'a préparé pendant 4 ans, là. C'est un peu ça qui se passe actuellement. C'est sûr que la formation, on peut toujours l'améliorer, mais elle s'est améliorée parce qu'on est presque à 1000 heures de stage et d'activités tournant autour des stages. C'est difficile de voir si on peut faire plus. Moi, je crois aussi qu'on aurait intérêt à ce que les premières années dans le métier, dans la profession, soient encore vues comme des années d'apprentissage. Ça veut dire que les enseignants qui commencent, il faudrait peut-être les décharger des pires groupes, ne pas leur donner les pires groupes. Comme disait Ginette tantôt, leur donner le temps d'apprendre les routines du métier. Donc, on a des choses à faire au Québec. Et ça, on n'est pas les seuls. Tous les pays sont déjà même enseigne. Effectivement, on a plusieurs études qui disent que du jour au lendemain, on arrive en classe puis on devient titulaire comme si on avait plein d'expérience, alors que dans plein d'autres métiers, on vous donne la chance d'apprendre un peu plus longtemps. Il y a Mme Marie-Claude Rancourt qui rajoute que le nouveau référentiel propose des belles avenues par rapport à la formation initiale. Je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport au référentiel. Il propose quoi? J'ai mal compris la question. Le nouveau référentiel dit ça propose des belles avenues pour la formation initiale. Je pense que c'est ça le sens du commentaire. Le nouveau référentiel auquel j'ai largement contribué comme rédacteur principal, là, ce qu'il nous dit dans le fond, c'est que la formation initiale n'est pas l'alpha et l'oméga du développement professionnel. C'est juste un point de départ. Donc, l'idée qu'en 4 ans, on forme un enseignant super expert, c'est une fausse idée. L'enseignant qui commence, qui a fini sa formation, c'est un enseignant débutant. Il est encore en train d'apprendre son métier, sa profession, son travail. Donc, le nouveau référentiel, il réduit un peu les fantasmes
autour de la puissance de la formation. La formation ne peut pas tout faire à elle seule. Là. Donc, comme je le soulignais tantôt, c'est pour ça qu'il est important, à mon avis, dans les prochaines années, là, de mettre en place des passerelles plus fortes entre la formation et le début de carrière, et aussi de réfléchir à des formations continues dans lesquelles les enseignants et les enseignantes seraient partie prenante pour les soutenir dans leur développement professionnel à long terme. Ça, je dis ça rapidement comme ça, il faudrait discuter plus longtemps pour dépouiller ces problèmes-là qui sont anciens. Là. Oups, excusez. Je pense qu'il y a un petit problème. On a Louis Trudel qui nous dit qu'il y a un grand écart aussi entre ce que les enseignants souhaitent et la réalité. Elle demande donc comment on peut faire pour approcher une situation qui va rallier les intentions et les souhaits des enseignants. Oui, est-ce que je peux en ce commentaire? Oui, ce que je veux dire, c'est que ça fait plusieurs années. J'ai déjà été enseignante moi-même pendant de nombreuses années et entre ce que les enseignants souhaitaient ou avaient comme formation à l'entrée sur le marché de l'enseignement, je veux dire, et les conditions de travail dans lesquelles ils se retrouvaient, il y avait toujours des écarts. On ne demanderait pas à un cardiologue, je ne sais pas, d'être un ORL, puis je veux dire de faire des choses, mais on peut demander à l'enseignant, comme disait tantôt Ginette, éducation physique, que vous allez en adaptation scolaire, ce qui est deux mondes. Alors, mais comment on peut arriver à faire des pas dans ce domaine-là? Parce qu'on a l'impression qu'on est figé comme dans deux situations et comment les faire progresser? C'est ça ma question. Ben, Julien, tu veux répondre ou tu veux que je réponde ou quoi? Je pense, Louise, que les dernières diapositives où je disais qu'est-ce qui serait intéressant pour les jeunes participants, c'est dans cela qu'on trouve des réponses. C'est l'accueil et le temps à consacrer pour leur permettre de s'expérimenter, le mentorat, l'accompagnement, et je dirais un climat de bienveillance autour de ces jeunes enseignants et enseignantes. Et je pense que si on était capable de vivre ça dans tous les établissements, ben, les jeunes enseignants, enseignantes s'installeraient avec beaucoup plus de calme, avec beaucoup plus de sentiment de dominer leur situation de nouveau dans le métier. Oui. Mais bon, au-delà de cet aspect-là là, qui ressemble peut-être à des vœux pieux, c'est pas ça qui se fait dans les écoles, là. Moi, je pense que la profession enseignante, le personnel enseignant, est dans une situation très intéressante depuis quelques années. Pourquoi? Parce que la dernière fois où on a eu besoin vraiment d'enseignants, c'est-à-dire la dernière fois où on a eu des situations de pénurie grave, c'est dans les années 50 et les années 60, quand les populations scolaires ont explosé. Ça veut dire, si on se place dans une perspective économique, là, ça veut dire que la demande était beaucoup plus forte que l'offre. À cette époque-là, donc surtout dans les années 60, on a engagé des milliers d'enseignants nouveaux parce qu'on avait des besoins. Donc, les enseignants ont profité de ce contexte-là pour améliorer leurs conditions de travail, en termes de salaire, en termes de tout, etc. Or, la situation actuelle est sensiblement la même. Ça fait très longtemps au Québec qu'on n'a pas eu besoin autant des enseignants. Le gouvernement lance des campagnes pour recruter des enseignants. On a besoin des enseignants. Donc, moi, je trouve que les enseignants, particulièrement les nouveaux enseignants, sont en position pour négocier la façon dont on les accueille dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'ils ont le choix. S'ils sont mal accueillis, ils peuvent changer d'école. Parce qu'il faut comprendre qu'une grande part de la pénurie est liée au choix des nouveaux enseignants. Si un enseignant dit, écoute, normalement, c'est jamais le directeur d'école qui appelle les enseignants, c'est le secrétaire qui lui dit, écoute, peux-tu faire un remplacement de courte durée pour la journée, pour la semaine? Oui.
Mais 15 minutes après, je reçois un autre appel, puis là, tu as un contrat de longue durée de 6 mois, tu vas prendre le contrat de 6 mois. Donc, la situation est en train de tourner à l'avantage des enseignants et ce qu'on sait sur le plan de la démographie scolaire, ça va aller jusqu'en 2030. Ça. Parce qu'il y a une augmentation des populations scolaires jusqu'en 2030. Il y a des enseignants plus âgés qui vont quitter. Ils vont quitter peut-être plus nombreux à cause de la pandémie. Et par conséquent, je pense que la balle est dans le camp des nouveaux enseignants. Et je trouve qu'ils doivent être beaucoup plus agressifs dans la négociation de leurs conditions de travail. Oh, d'accord. C'est une position intéressante, surtout dans le contexte actuel. On a Mme Rancourt qui a rajouté tantôt par rapport à son intervention que ce serait bien d'avoir une réelle supervision pédagogique et non une supervision évaluative. J'en convenu qu'elle parle là, en fait de supervision de stage où parfois on s'en tient à l'évaluation, puis il y a peut-être moins dans l'accompagnement pédagogique dans les heures de stage. Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Ben, nous, on s'est moins intéressé à la formation dans notre recherche actuelle qu'à l'insertion. Ce pas tous les enseignants qui veulent être supervisés en début de carrière. Hein. Il y a des enseignants qui préfèrent fonctionner seuls. Là. Mais il y a quand même une majorité d'enseignants qui souhaiteraient avoir du soutien, du mentorat, de la supervision, etc. Là. Mais c'est fondamental que cette relation-là avec les nouveaux enseignants ne soit pas une relation évaluative. C'est vraiment une relation de soutien professionnel, un peu comme on a essayé de faire dans notre communauté d'apprentissage. On n'est pas là pour juger les enseignants. Là. On est là pour les écouter, les soutenir, éventuellement leur donner des conseils ou inviter des experts qui pourraient les soutenir. Là. Donc, il n'est pas question du tout d'évaluation. Tout à fait. Les enseignants sont déjà... Puis, ben effectivement, c'est une réflexion qui est très intéressante au niveau de l'insertion professionnelle. Puis, comme vous le dites, on a un contexte où présentement, on a besoin de faire attention à notre insertion professionnelle. Vous l'avez mentionné aussi en début de présentation, à quel point il y a beaucoup d'attrition chez les nouveaux enseignants. Donc, je pense que dans un moment où on a une pénurie d'enseignants, il faut vraiment être attentif et être positif dans nos accompagnements avec ces gens-là pour essayer de les aider plus que de les évaluer. Je pense que c'est vraiment important. Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions. Si vous avez des questions, je vous invite à le faire. Ici, on a Mme Julie Richer qui demande « Connaissez-vous la principale raison pourquoi les enseignants quittent? » Alors, je sais qu'il y a plusieurs études que vous avez faites sur l'attrition, mais est-ce qu'il y a des raisons qui... Pas vraiment. Il n'y a pas de principale raison, il y en a plusieurs. Là. Mais une des raisons centrales, c'est les difficultés avec les élèves. Comme je le disais tantôt, là, si le rapport des enseignants à leur profession, c'est un rapport qui est médiatisé par les relations aux enfants. C'est quand ces relations-là vont mal que souvent, c'est là que des enseignants peuvent décrocher. Là. Mais il y a toutes les conditions de travail que présentait Ginette tantôt, qui sont aussi des éléments déclencheurs de l'attrition. Donc, il n'y a pas une seule condition, il y en a un faisceau de conditions qui, à un moment donné, s'additionnent, agissent en synergie, puis finissent faire en sorte que les enseignants décrochent. Les travaux montrent par contre que les enseignants qui ont choisi l'enseignement comme premier choix sont plus résistants que les enseignants qui l'ont choisi comme deuxième ou troisième choix. Je vous donne un exemple tantôt du choix de premier et deuxième choix. Là. La documentation québécoise et internationale montre que le premier choix fait en sorte que, surtout s'il y a une dimension vocationnelle là-dedans, là, les enseignantes qui disent « moi, en troisième année, je vais vite enseigner », souvent, ces gens-là ont tendance à persister. Je voudrais dire aussi que dans tous les enseignants qu'on a vus depuis 6-7 ans, Ginette et moi, une seule a abandonné l'enseignement sur la 60 ans. Donc, c'est quand même, peut-être qu'on était chanceux, là. On avait un groupe persévérant. Des fois, on se dit c'est peut-être un peu à cause de notre communauté d'apprentissage professionnel, nous les avons aidés, mais très, très peu, un seul, sur tout le lot, a renoncé à l'enseignement. Et ça veut dire qu'il y avait déjà 3-4 ans au début, puis 4-5 ans, ça veut dire qu'ils sont rendus à 8 ans de carrière. On a Laurence Philipson qui... Oh, Ginette Kazan, vous voulez intervenir? Oui, ben, je dirais que ce que Maurice vient de dire,
j'ai envie d'insister sur l'importance du rapprochement entre le milieu de pratique et le milieu universitaire. C'est un peu ce qu'on a fait avec nos communautés d'apprentissage. Ça rapprochait les préoccupations du milieu de pratique, du milieu universitaire. Et ça, je pense que c'est précieux pour les jeunes enseignants parce que si le rapprochement se fait vraiment, le fossé va être moins grand quand le jeune enseignant va entrer en fonction dans son nouveau métier. Plus on est près l'un de l'autre, milieu pratique, milieu universitaire, plus on est capable de favoriser une entrée en fonction qui soit agréable. Oui, puis c'est une pratique qu'on voit dans d'autres pays, un peu plus même de façon formelle, comparativement à ce qu'on vit ici. On a Laurence Philipson qui dit bonjour et qui se demandait si vous avez pu observer des différences par rapport au milieu scolaire, les écoles favorisées par rapport aux écoles défavorisées. Est-ce que les milieux défavorisés, ça crée une différence dans vos résultats de recherche? Est-ce que vous avez pu remarquer quelque chose à ce sujet? Mais comme on l'expliquait tantôt, là, comme Ginette a expliqué aussi, là, nous, le groupe d'enseignants avec lesquels on a travaillé était dans les premières années de la carrière et ces enseignants-là tournaient beaucoup d'une école à l'autre. Donc, compte tenu qu'ils n'étaient pas stables dans un milieu, dans un établissement des milieux favorisés ou défavorisés, on ne sait pas parce qu'ils changeaient d'école. Souvent, des fois, ils étaient dans des quartiers défavorisés, des fois dans des quartiers défavorisés, des fois dans des écoles publiques, des fois dans des écoles privées. Donc, il y avait une rotation, ils n'étaient pas stables encore. Cela dit, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des écoles qui accueillent mieux que d'autres les enseignants et ce n'est pas forcément des écoles favorisées. Là. D'accord. Moi, une chose qui m'avait frappé lorsque j'ai commencé cette recherche-là, c'est souvent l'absence des directions d'établissement dans l'accueil des enseignants. Les enseignants à contrat, court contrat, à suppléance. C'est comme si l'enseignant arrivait dans l'école et c'est la secrétaire qui gère son entrée dans l'école qui dit « Bon, tu t'en vas dans la classe-là, tu as telle charge. » C'est vraiment la qualité de l'accueil qui fait la différence. Moi, je trouve que ça dépend beaucoup de l'esprit de la direction d'établissement et de l'esprit de l'équipe école. Et là, ça transcende la division, à mon avis, favorisée, défavorisée, parce qu'il y a des équipes écoles dans des milieux défavorisés qui se tiennent et qui ont des directions, qui ont un leadership fort dans l'accueil des enseignants. Et dans des écoles favorisées, y compris dans des écoles privées, des fois, tu es accueilli comme un numéro, tout simplement. Donc, ça me semble plus important que favoriser, défavoriser la qualité de l'accueil de la part de la direction de l'équipe école. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des questions à ce moment-ci? Ça serait le temps de les poser. Je vous rappelle qu'on est avec M. Tardif et Mme Savant. Je ne vois pas de nouvelles questions. Bon, mais écoutez, c'était un plaisir de vous parler, de passer la soirée avec vous, de vous présenter malheureusement trop sommairement les résultats de nos travaux. Comme disait M. Hébert, si vous voulez en savoir plus, on vous invite à lire notre ouvrage. Et je remercie Ginette aussi d'avoir participé à cette activité-là. Et je remercie surtout le CPIQ de nous avoir donné l'occasion de s'exprimer sur nos travaux et de les faire connaître auprès du personnel scolaire. Je ne peux que ces propos. Alors, merci infiniment de l'écoute, tout le monde, et d'avoir sacrifié une de vos soirées de confinement pour être confiné avec nous. Merci encore. Merci, bonne soirée, faites attention. Mais clairement, dans les commentaires qu'on a reçus, les gens n'ont pas considéré que c'était un sacrifice. Ils ont été, je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Puis je crois qu'on a donné le goût aux gens d'aller voir votre publication. J'ai remis encore dans le clavardage le lien vers les presses de l'Université de Montréal. Mais si vous allez sur le site des presses de l'Université, dans les nouveautés, c'est le premier livre que vous allez voir, le livre donc dans la collection enseignée aujourd'hui, du choix de la carrière aux premières années du métier. Avec ce soir, on avait la chance de
d'avoir avec nous M. Maurice Tardif et Mme Ginette Casavant. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci, le plaisir était pour nous. Ah, je vois Mme Pelletier qui dit « Les directions sont peut-être submergées par la bureaucratie. » Oui. Et si je peux me permettre à ce moment-ci, je vais me permettre de dire que j'ai fait une recherche sur les nouveaux enseignants, puis ce que les enseignants me disaient, c'est quand on travaille dans un McDonald's, le gérant vient nous voir régulièrement. Quand on travaille dans un magasin, peu importe le travail, le patron vient nous voir régulièrement. Puis il y avait deux de des gens que j'ai fait des entrevues, j'avais rencontré 6 nouveaux enseignants. Il y en a 2 qui ont vraiment nommé le fait qu'ils auraient souhaité que la direction vienne les voir plus régulièrement. Ils se demandaient, mon patron ne vient pas me voir, est-ce qu'il est satisfait de mon travail? Fait je pense que même si on est submergé, il faut prendre le temps de les rencontrer sur une base régulière. Mais bon, c'est mon humble opinion sur le sujet. Je ne sais pas. Écoute, je demanderai à